Épisode 3, les controverses autour du haut potentiel, le point de vue scientifique. Grâce aux analyses provenant de l'ensemble de la littérature scientifique, l'analyse des métadonnées, lorsqu'on prend un échantillon représentatif de toutes les personnes qui ont de hautes capacités intellectuelles, les surdoués ordinaires comme dit Nicolas Gouvery, on peut conclure que l'association d'un QI supérieur et d'un trouble ou d'un échec scolaire est due au hasard. Avoir de hautes capacités intellectuelles n'immunise pas contre les difficultés. Cependant, il ne faut pas chercher un lien de causalité entre les deux. Par exemple, du point de vue du fonctionnement cognitif, on peut maintenant confirmer que les personnes qui ont de hautes capacités intellectuelles n'ont pas un profil de score qualitativement différent du reste de la population. Il n'existe pas d'hétérogénéité dysfonctionnelle, mais bien une hétérogénéité qui correspond aux prédictions statistiques. En outre, les études scientifiques permettent de prouver que les caractéristiques qualitatives énoncées ne sont pas significativement plus présentes au sein de la population à haut potentiel qu'au sein de la population tout venant. D'autre part, l'arborescence de la pensée et l'hypersensibilité telle qu'énoncée sont des notions floues qui proviennent d'observations cliniques mais qui mélangent généralement plusieurs concepts scientifiques. Ce sont des fourre-tout qui ont été complètement inventés ou détournés et qui ne correspondent à aucun concept psychologique. D'autre part, lorsqu'on cherche un échantillon représentatif de l'ensemble des personnes à haute capacité intellectuelle, les données issues des études sur la structure de l'intelligence ne permettent pas non plus d'affirmer qu'à partir d'un seuil, l'intelligence est organisée et fonctionne d'une manière particulière. Certains attributs se dégagent bien avec le QI. Ce ne sont toutefois pas des caractéristiques qualitatives, intrinsèques et fixes telles que des traits de personnalité, mais bien de meilleures habiletés, de meilleures compétences qui découlent directement des caractéristiques cognitives cérébrales. Il s'agit principalement d'une meilleure efficacité, c'est-à-dire que la personne fournit moins d'efforts en résolution de tâches, d'une meilleure rapidité de la cognition, ainsi que d'une meilleure mise en lien de l'information, ce qui apporte de meilleures facultés d'apprentissage. Et cela du fait notamment d'une plus grande activation des régions préfrontales et pariétales postérieures, et encore d'une plus grande connectivité fonctionnelle et anatomique, particulièrement entre les deux hémisphères. Le haut potentiel concerne donc de meilleures habiletés cognitives, de meilleures compétences. Il faut encore s'accorder sur le fait que placer une limite qui catégorise l'intelligence n'a de valeur qu'arbitraire, puisque définir un seuil dichotomise une réalité qui est continue. En effet, on sait maintenant que l'intelligence s'inscrit dans un continuum. Si certains attributs se dégagent avec le QI, c'est uniquement en termes de degrés. Les études scientifiques permettent de confirmer qu'on n'arrive jamais à isoler deux types de population. Elles ne montrent aucun effet de seuil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une discontinuité entre les sujets ayant de hautes capacités intellectuelles et les sujets à QI normaux, mais bien une évolution linéaire. Les personnes à haut QI sont dans la continuité du reste de la population. Les différences qui se dégagent avec le QI, c'est-à-dire des différences uniquement cognitives, ne sont pas qualitatives, mais bien plutôt quantitatives. Elles augmentent proportionnellement au QI en suivant une progression linéaire. Le haut potentiel, ce sont donc des attributs cognitifs quantitatifs. Par conséquent, le concept de haut potentiel représente-t-il vraiment une réalité ? En conclusion, on n'est pas haut potentiel, ce n'est pas une identité puisqu'il ne s'agit pas de traits de personnalité spécifiques ou de fonctionnement psychologique différents. Ces notions proviennent d'une conception freudienne de la psychologie. Le haut potentiel
ne fait pas non plus partie des troubles psychopathologiques et ne figure pas dans les manuels diagnostiques référençant les troubles mentaux tels que le DSM. Personnellement, je pense même qu'il n'y a pas de thérapie spécifique puisque les hautes capacités ne sont pas liées à des difficultés cognitives, émotionnelles ou sociales particulières. En effet, dans tout le domaine médical, on établit un diagnostic par une étape d'évaluation et ce diagnostic conduit alors à un traitement spécifique. Comme il n'y a pas de trouble HP, il n'y a pas de thérapie spécifique. Certaines nouvelles idées émettent maintenant l'hypothèse que s'il y a un haut potentiel et un trouble, le haut potentiel pourrait alors colorer ce trouble. Mais aucune donnée scientifique ne permet de valider ces hypothèses à l'heure actuelle. Toutes les déclarations émises par les praticiens de l'approche catégorielle sont donc des légendes, la légende noire des surdoués comme dit Franck Ramu, puisqu'on peut les réfuter scientifiquement. Ce sont donc des mythes qui font croire à tort que les problèmes énoncés, qu'on peut d'ailleurs retrouver dans toute la population, sont des effets secondaires de l'intelligence. Malheureusement, c'est une théorie tellement séduisante qu'elle se répand comme une traînée de poudre par l'utilisation de procédés de manipulation tels que profiter de la vulnérabilité des gens en les victimisant tout en les décourageant de se confronter aux faits réels. En effet, ces praticiens affirment que le test de QI ne doit pas être proposé systématiquement puisqu'il ne prend pas en compte leur fonctionnement psychologique singulier. Lorsqu'on inclut les données scientifiques, il semble bien qu'on peut plutôt conclure qu'on peut avoir un haut potentiel puisqu'il s'agit de meilleures habiletés cognitives, de meilleures compétences. Tout en s'entendant sur le fait que placer une limite à l'intelligence est arbitraire puisqu'on ne peut pas définir un seuil qui dichotomise la population étant donné qu'elle suit une évolution linéaire. Le haut potentiel s'avère donc être un concept tout à fait arbitraire. Mais alors, qu'est-ce que l'intelligence et comment la mesure-t-on ?